Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, là où les mots ne flottent pas au hasard mais dessinent les lignes de force de notre époque. À Lomé, carrefour maritime de l'Afrique de l'Ouest, une déclaration de Franklin Nyamsi résonne dans un contexte de recomposition géopolitique marqué par l'AES, la CEDEAO et les fractures avec l'ordre établi. Avant toute analyse, écoutons l'extrait, la parole brute, expliquée et décortiquée avec rigueur. Car derrière ce discours se jouent des enjeux qui dépassent l'instant, pouvoir, souveraineté, histoire et destin africain. Je reviens de Lomé. Astaghfirullah. Quand vous vous mettez dans un immeuble à Lomé, vous regardez l'océan Atlantique, il y a au moins 300 bateaux. 300 bateaux à Lomé. Qui mouillent dans le port de Lomé. C'est formidable, c'est fantastique. Le hub aéroportuaire de Lomé. Ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que, en réalité, l'AES est désormais sur l'océan Atlantique, à travers le Togo. Parce que le nombre formidable de bateaux qui mouillent dans le port de Lomé ne peut s'expliquer que par l'économie florissante du Mali, du Burkina Faso et du Niger. De telle façon que c'est un véritable champignon de la libération panafricaine. Que vous pouvez imaginer si vous posez les 3 États du Grand Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et vous posez à la tige, donnant sur l'océan Atlantique, le corridor togolais. Les cerveaux géostratégiques togolais, maliens, nigériens et burkinabés ont mis par terre les plans de Paris. Les plans sordides de Paris sont à l'eau. Voilà pourquoi on a envoyé un commando pour assassiner rapidement Faure Gnassingbé. Un commando d'une 12aine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes qui ont été cueillis frais et qui actuellement dorment bien enchaînés, lourdement enchaînés dans les géoles du Togo. Toutes ces choses se passent. Et celui qui fait l'effort de s'informer sur la marche de notre continent le sait. Toutes ces choses se passent et nous les savons. Et nous les disons à notre peuple pour que les derniers niais laissent tomber les écailles de leurs yeux. Et que les combattants d'arrière-garde, les pinailleurs, les aigris, les narcissiques, les agités du bocal comprennent qu'il est question de la bataille, de la libération du continent. La réunion de sorciers d'Abuja, elle a pour but de casser la dynamique souverainiste africaine. De nous ramener en arrière, à l'époque où il fallait aller supplier le FMI et la Banque mondiale pour construire un pont chez nous. Il s'agit de nous ramener en arrière, à l'époque où on allait voir le club de Paris, le club de Bruxelles, le club de Londres, le club de Genève, pour obtenir des dettes criminelles, des dettes lénifiantes, enfonçantes, des dettes catastrophiques. Il s'agit de tout faire pour humilier l'Afrique. Faire croire à l'Afrique qu'elle n'est capable de rien par elle-même. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la réunion d'Abuja. Au moment précis où Franklin Nyamsi prononce ses propos, l'Afrique de l'Ouest se trouve à un carrefour historique dont personne ne peut nier la réalité. Les faits sont là, visibles, mesurables, incontestables, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont rompu avec un ordre régional et international qui structurait leur trajectoire depuis des décennies, la CEDEAO traverse une crise de légitimité profonde, la France a vu son dispositif militaire se retirer progressivement du Sahel, de nouvelles alliances géopolitiques émergent sous les yeux d'un monde attentif. C'est dans cette séquence tendue, chargée de symboles et d'émotions collectives, que Franklin Nyamsi affirme, avec une voix volontairement tranchante, que l'Afrique est en train d'inventer ses propres chemins, parfois dans la douleur, parfois dans la controverse, mais toujours dans la quête d'une dignité longtemps différée. Dès ses premières paroles, il interpelle, il dérange, il force à la réflexion, comment expliquer que des États annoncés comme asphyxiés par les sanctions continuent de fonctionner? Comment comprendre que des économies dites enclavées trouvent des voies alternatives pour respirer? Comment accepter que les récits dominants sur l'impuissance africaine soient contredits par les faits eux-mêmes? Ces questions, qu'il pose frontalement, constituent le point de départ d'un discours qui ne cherche pas à rassurer, mais à secouer les consciences. Franklin Nyamsi s'appuie d'abord sur une réalité géographique et économique difficilement contestable, le rôle stratégique du Togo, et plus précisément de Lomé, dans les échanges régionaux. Le port autonome de Lomé est aujourd'hui l'un des plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, point d'entrée majeur pour des marchandises destinées à des pays sans façade maritime. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema, hub logistique reconnu, accueille des flux commerciaux et humains constants. En mettant en avant ce « corridor togolais », Nyamsi ne fait pas qu'énoncer un fait, il le transforme en symbole. Dans son discours, Lomé devient la preuve vivante que l'Afrique peut contourner les blocages, déjouer les sanctions et réinventer ses circuits.
Cette lecture appelle une première leçon essentielle: la géographie africaine, longtemps perçue comme une contrainte, peut devenir un levier lorsque les États choisissent la coopération plutôt que la fragmentation. L'Afrique apprend ici que ses frontières, héritées de l'histoire coloniale, ne doivent pas être des murs, mais des ponts. Cependant, cette interprétation économique est immédiatement investie d'une dimension idéologique. Pour Niamsi, le fonctionnement du corridor togolais ne relève pas seulement de la logistique, il devient la démonstration que les stratégies de pression exercées par certaines puissances extérieures ont perdu de leur efficacité. Il affirme que les plans historiques visant à maintenir le Sahel dans une dépendance structurelle seraient désormais neutralisés par l'ingéniosité africaine. Cette affirmation, qu'on peut discuter sur le plan factuel dans ses excès, révèle néanmoins une vérité politique plus profonde: les peuples africains ne veulent plus être définis uniquement par le regard extérieur. La leçon à tirer est claire et résonne comme une voix collective qui murmure à l'oreille du continent: tant que l'Afrique acceptera que d'autres racontent son histoire à sa place, elle restera enfermée dans des récits de faiblesse, mais dès lors qu'elle impose sa propre narration, elle redevient actrice de son destin. Le discours de Franklin Niamsi s'inscrit ainsi dans une tradition panafricaniste de combat, où la parole n'est pas neutre mais engagée. Il oppose frontalement deux visions du monde. D'un côté, une Afrique qu'il décrit comme souveraine, fière, capable de coopérer entre États africains, d'innover dans l'adversité et de se passer des tutelles jugées humiliantes. De l'autre, une Afrique qu'il associe à la dépendance, à l'endettement chronique, à la soumission aux injonctions du FMI, de la Banque mondiale et des créanciers internationaux. Cette opposition, volontairement dramatique, fonctionne comme une mise en scène politique. Elle n'est pas seulement descriptive, elle est performative. Elle vise à obliger chaque Africain à choisir son camp, non pas dans une logique de conflit, mais dans une logique de conscience. La référence à la réunion d'Abidjan, dans le discours de Niamsi, cristallise cette critique des cadres institutionnels régionaux. Abidjan devient le symbole d'une Afrique institutionnelle accusée de servir des intérêts extérieurs plutôt que les aspirations populaires. La CEDEAO, autrefois perçue comme un outil d'intégration, est présentée comme une structure punitive, incapable de comprendre les mutations profondes du continent. Cette critique pose une question fondamentale: à quoi servent les institutions africaines si elles ne sont plus en phase avec les peuples? La leçon est lourde de sens: l'intégration régionale ne peut survivre sans légitimité populaire, sans justice perçue et sans capacité d'adaptation. Une Afrique lucide doit réinventer ses institutions, non pour les détruire, mais pour les aligner sur les réalités contemporaines. Au cœur de l'analyse de Franklin Niamsi se trouve un appel direct aux peuples africains. Il dénonce l'ignorance, la passivité, parfois la complicité de certaines élites, mais aussi l'indifférence de citoyens résignés. Cette interpellation n'est pas anodine. Elle traduit la conviction que la libération du continent ne viendra ni des discours officiels ni des sommets internationaux, mais d'une transformation des mentalités. Comme une voix collective traversant le texte, elle rappelle que l'Afrique n'est pas pauvre de ressources, mais souvent appauvrie par le manque de conscience politique. La leçon ici est celle de la responsabilité citoyenne: chaque génération africaine porte une part du fardeau et de l'espérance, et aucune renaissance n'est possible sans l'engagement éclairé des peuples. L'un des mérites du discours de Niamsi est de replacer l'Afrique dans le temps long de l'histoire. Les luttes actuelles ne surgissent pas du néant, elles prolongent les combats anticoloniaux, les rêves panafricains de Nkrumah, Sankara, Lumumba, et tant d'autres figures qui ont payé de leur vie leur refus de la soumission. En convoquant implicitement cette mémoire, Niamsi inscrit le présent dans une continuité. Mais cette filiation appelle une leçon de discernement: honorer l'héritage ne signifie pas répéter mécaniquement les slogans du passé. L'Afrique d'aujourd'hui doit inventer ses propres réponses, adaptées à un monde multipolaire, numérique et interconnecté. Dans l'ensemble de son propos, Franklin Niamsi adopte un ton volontairement polémique, parfois excessif, mais rarement indifférent. Cette radicalité est à la fois sa force et sa limite. Elle mobilise, elle réveille, elle suscite le débat. Mais elle oblige aussi à un travail critique, afin de ne pas confondre l'émotion avec l'analyse. La leçon pour l'Afrique est celle de l'équilibre: un continent qui se relève a besoin de voix passionnées, mais aussi de rigueur intellectuelle, de données vérifiables et de stratégies à long terme. Ce qui traverse finalement tout le discours, c'est le refus de la résignation. Niamsi parle comme quelqu'un qui croit profondément que l'Afrique peut et doit écrire une autre page de son histoire. Cette conviction, qu'on partage ou non toutes ses conclusions, constitue un moteur puissant. Elle rappelle que la dignité n'est pas un don, mais une conquête quotidienne. La leçon ultime est peut-être celle-ci:
la souveraineté n'est pas seulement politique ou économique, elle est aussi mentale. Tant que l'Afrique se percevra comme incapable, elle le deviendra. Mais dès qu'elle assumera pleinement sa capacité à penser, décider et agir par elle-même, elle ouvrira des horizons nouveaux. Ainsi, au-delà des polémiques, des accusations et des envolées rhétoriques, les propos de Franklin Nyamsi doivent être compris comme le symptôme d'un continent en pleine interrogation identitaire. Ils traduisent une colère, une espérance, une impatience. Ils appellent à une Afrique qui analyse non pour détruire, mais pour éclairer, qui critique non pour diviser, mais pour construire, qui se souvient non pour se victimiser, mais pour se projeter. L'avenir de l'Afrique dépendra de sa capacité à transformer cette effervescence idéologique en projet concret, inclusif et durable, porté par des peuples vigilants et responsables. Et au moment de conclure, une vérité simple s'impose, comme un souffle ancien traversant les siècles, l'Afrique ne manque ni d'intelligence, ni de ressources, ni de courage, elle manque parfois de confiance collective et de sagesse partagée. Si chaque citoyen accepte sa part de responsabilité, si chaque État privilégie la coopération à l'orgueil, alors la Renaissance cessera d'être un slogan pour devenir une réalité. Comme le dit un proverbe africain, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Leçon ici est celle de la responsabilité intellectuelle, aucune transformation durable n'est possible sans un choix clair des valeurs qui doivent guider le développement du continent. Lorsque Nyamsi évoque la France, son discours devient plus frontal, parfois accusatoire, mais il s'inscrit dans un contexte historique précis. Les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines sont marquées par une ambivalence profonde, faite de coopération officielle et de soupçons persistants d'ingérence. Les interventions militaires, les accords monétaires, les réseaux diplomatiques et économiques ont nourri, au fil des décennies, un sentiment d'inachevé dans les indépendances africaines. En affirmant que la France serait aujourd'hui déstabilisée par la dynamique souverainiste du Sahel, Nyamsi ne se contente pas de critiquer un État, il exprime un ras-le-bol collectif face à un système perçu comme asymétrique. La leçon pour l'Afrique est alors celle de la lucidité, dénoncer les déséquilibres ne suffit pas, il faut aussi construire des alternatives solides, transparentes et inclusives, sous peine de remplacer une dépendance par une autre. Le discours prend une tonalité plus émotionnelle lorsque Nyamsi évoque des complots, des tentatives d'assassinat et des manœuvres secrètes visant à briser la dynamique souverainiste. Sur le plan analytique, ces éléments relèvent davantage du registre militant que de l'enquête vérifiée. Pourtant, leur efficacité symbolique est indéniable. Ils nourrissent un imaginaire de lutte, où l'Afrique serait assiégée mais résistante. Cette rhétorique, si elle peut inquiéter par ses excès, révèle une peur profondément ancrée, celle de voir chaque tentative d'émancipation étouffée avant d'aboutir. La leçon ici appelle à la vigilance et à la maturité politique, un continent en renaissance doit apprendre à distinguer la critique légitime de la paranoïa, la mobilisation saine de la peur paralysante. La sagesse africaine, souvent invoquée mais rarement appliquée, invite à avancer avec courage sans sombrer dans la suspicion permanente.